Le milieu du XXe siècle a vu creuser la jonction Nord-Midi avec déjà ses traumatismes urbanistiques. La fin du siècle verra lui le train à grande vitesse débarquer dans la capitale de l'Europe. L'annonce de l'implantation du terminal du TGV à Bruxelles-Midi va attirer les investisseurs et les hommes politiques aussi, parmi lesquels le bourgmestre de Saint-Gilles, la commune qui jouxte le flanc sud de la gare. Il ambitionne de transformer le quartier populaire tout proche en centre d'affaires international. Mais avant, il faut faire table rase des maisons, commerces, ateliers, entreprises, installés là depuis 2 siècles en fonction des vagues d'immigration. L'ambition du bourgmestre de Saint-Gilles va se transformer en cauchemar pour des centaines d'habitants, des années de cauchemar. On a subi un désintérêt, une désinvolture, un mépris inimaginable. Et ça commence à partir de 6h du matin, hein? Oui. À quelle heure? À 5h30. À 5h30 du matin, les camions arrivent déjà, ils font les travaux. On a vraiment l'impression qu'en étant propriétaire, on est protégé de tout, puisque c'est notre bien, légalement, c'est notre bien. Et puis il y a un pouvoir X qui vient et qui nous met dehors, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et ça va encore. C'est quand ils amènent des conteneurs et qu'à 2 ou 3 cm, ils les lâchent. Là, vous avez l'impression d'avoir votre faux plafond qui vous tombe sur la tête. C'est horrible, là. Je pense qu'on aurait été des vrais crasses, ils nous auraient embarqués et mis dans la benne à ordures. On était moins que des crasses. On ne nous regardait pas. Ce que moi j'ai appris avec du recul, c'est que quand on n'a pas l'argent de se défendre et les connaissances, eh bien, on n'est pas sur le même pied d'égalité que les autres. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à la prison. Hey, chef. Comment tu vas travailler ici? Tu es gardé à la prison. Vous savez bien quelle mission déjà. Pour ma mère, sa vie est finie. C'était un quartier grec, c'était des voisins, c'était des cousins. L'église était à côté, le marché était à côté. Pour elle, sa vie est finie. En octobre 1989, Charles Piquet est désigné ministre-président de la région bruxelloise, nouvellement créée. Le nouvel homme fort de la capitale présente sa vision de la ville. Il faut produire et rénover des logements pour les revenus qui sont les revenus les plus bas. Et donc il faut absolument mobiliser toutes nos réserves foncières pour pouvoir produire du logement. Vous savez aussi qu'il existe des subsides de rénovation urbaine que beaucoup de communes n'utilisent pas, ce qui est quand même très grave, pour rénover leurs biens et pour pouvoir accroître l'offre du logement. Charles Piquet garde de grandes ambitions pour sa commune. L'arrivée du TGV à Bruxelles-Midi est son projet phare et il prévient. Il est possible qu'il y ait des expropriations, il est possible qu'il y ait des aménagements de ces quartiers, mais ce que j'ai promis aussi, c'est que tout cela se ferait dans une grande transparence et après un large débat, auquel d'ailleurs le Conseil régional sera associé. Nabila Raoult revient aujourd'hui devant la maison qu'il a vue naître, il y a 28 ans, et dont elle a été expropriée fin 2008. Belge de parents marocains, elle est représentative de la dernière génération des immigrés qui ont peuplé le quartier depuis le 19e siècle. Dans quelles conditions vos parents ont acquis cette maison? Ils ont d'abord été locataires d'un étage, ils vivaient dans un 2 pièces. Et puis ils ont acquis le premier étage, donc ils ont eu le rez-de-chaussée, le premier étage. Et un jour, la propriétaire a voulu vendre et elle a d'abord proposé à mon père avant de mettre une affiche et mon père l'a acheté. Et donc voilà, on est resté là jusqu'à l'expropriation. Que faisait votre père? Il travaillait dans la métallurgie, il était ouvrier.
C'était important pour lui d'être propriétaire? Comme la propriétaire allait vendre, il y avait un risque qu'on nous demande de partir. Donc pour être tranquille et avoir un toit sûr et certain, il a décidé de l'acheter. Il a travaillé beaucoup pour ça, il a travaillé non-stop, il rentrait vraiment juste pour dormir, puis il repartait travailler, il y avait beaucoup de travail donc il en profitait. Ça a été un quartier, il y avait beaucoup de juifs des pays de l'Est, il y a eu des immigrations espagnoles, portugaises, brésiliennes, marocaines, aujourd'hui des Polonais. Gwenaël Brez connaît bien le quartier. Il y a vécu plusieurs années en tant que locataire. Membre du comité du quartier Midi, journaliste indépendant, il a consacré un documentaire et un livre à l'histoire de ce qu'il appelle l'un des plus grands fiascos urbanistiques de ces 20 dernières années. Pour moi, c'est un quartier très mixte, c'est-à-dire qu'on trouve toutes sortes de gens, toutes sortes d'âges, des Belges qui sont aussi là depuis longtemps. Une population en grande partie relativement modeste, y compris ce qui m'a frappé dans toute cette histoire, c'est évidemment pas mal de propriétaires habitants. Ça, c'est quelque chose qui me frappait, quoi, des gens qui ont pu s'acheter une maison, dans l'idée quelque chose qu'ils allaient léguer à leurs enfants. Allô? Panayoti Mpokas a hérité de ses parents la bosse du commerce. Installé désormais à Molenbeek, il travaille dans l'exportation de voitures. Son père, Constantin, est arrivé en Belgique fin des années 50 pour fuir la misère de la Grèce. Il a travaillé 5 ans au fond de la mine avant de faire venir son épouse Alexandra. Ensemble, le couple a ouvert dans les années 60 un premier café, puis un restaurant grec à Saint-Gilles, commune que Constantin et Alexandra n'ont plus quittée avant leur expropriation en 2007. J'ai toujours travaillé dans le café de mes parents. On travaillait en équipe. C'était un café familial, un restaurant café familial. Moi, je faisais la nuit. Mes autres frères et sœurs travaillaient la journée. On restait à peu près 24 heures sur 24. Toute la nuit, c'était ouvert. Et vers 5-6 heures du matin, on nettoyait pour reprendre la journée. C'était un quartier qui faisait bon de vivre, où c'était multiculturel. On se connaissait tous. Pratiquement. L'arrivée du TGV à Bruxelles-Midi, Charles Piquet en est persuadé, va permettre à Saint-Gilles de s'enrichir grâce aux taxes d'urbanisme, perçues sur la construction des nouveaux bureaux. Son raisonnement est d'une logique implacable. Il le détaille encore 16 ans plus tard, lors d'une séance d'accueil des nouveaux Saint-Gillois. Nous avons toujours voulu être une commune qui a tous les équipements. Ça coûte cher. C'est aussi une commune qui est pauvre. Et pourquoi elle est pauvre? Elle est pauvre parce que, d'abord, la fiscalité des personnes est faible. Quand on voit le classement par tête d'habitants de la fiscalité apportée par les habitants, nous sommes 16e sur 18. Donc, derrière nous, il y a Molenbeek et Saint-Josse. Oui, mais, par exemple, une commune comme Saint-Josse est une commune riche. Ses habitants sont pauvres mais elle est riche. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément de bureaux. Elle a donc une taxe sur les bureaux qui est très importante. Elle a un précompte immobilier bureau qui est très important. Et donc, Saint-Josse est une fausse commune pauvre. Nous, on n'a pas cette chance parce qu'on a des administrations, mais ces administrations ne rapportent rien. Mais avant de construire, il faut faire de la place. Et vite. En 1992, le conseil communal vote un plan d'expropriation en extrême urgence et d'utilité publique. 176 maisons sont concernées, 4 îlots. Au début des années 90, ce quartier était dans un état de misère catastrophique. C'est par ce quartier-là qu'il y a eu à un moment donné un effet de contagion et de dégradation des autres quartiers. À l'époque, le quartier ne pose pas plus de problèmes que n'importe quel quartier populaire à Bruxelles. Je veux dire, tout le monde sait bien qu'à Bruxelles, les pauvres sont au centre. Donc, ce quartier n'était pas délabré. C'est une dégradation qui était fort visible en façade, ce qui n'empêche que certaines maisons étaient en parfaitement bon état. Il y avait
D'ailleurs, pas que des petites maisons bruxelloises qui se trouvaient à cet endroit-là. Il y avait des vraies grandes belles maisons de maîtres avec des grands ateliers, vraiment des maisons assez remarquables qui, dans tout autre quartier de Bruxelles, auraient peut-être même été classées. Hein. Ces images datent du début des années 90. Un immigré espagnol nous montre sa maison restaurée pendant 15 ans. Dès la fin des années 80, la spéculation autour de la gare du Midi fait rage. Les promoteurs acquièrent les immeubles les mieux placés. On vous offre combien maintenant? Je la prête 2 millions pour moi. Et maintenant, on me donne 4 millions. Et vous ne la vendez pas? Non, non, non. Les prix flambent de 4 à 20 fois le prix initial. Mais si certains propriétaires vont en effet toucher le gros lot, d'autres refusent. Votre père a eu des offres d'achat pour son commerce? Oui, il a eu beaucoup d'offres d'achat. Mais mon père, c'était un restaurant familial, ne l'intéressait pas. Le parti du quartier, il faisait bon de vivre, il gagnait bien sa vie. Il n'avait aucun intérêt de vendre. Vous vous souvenez des prix qu'on lui a proposés? Oui. Les prix ont commencé aux alentours de 1994 et 1995, aux alentours de 6-7 millions de francs belges. Et tous les 2-3 mois, il y avait 1 million qui montait en plus pour de racheter. Josiane Kleiner, mère de 8 enfants, représente avec force et détermination son mari, propriétaire non habitant d'une maison dont il voulait constituer le foyer familial. Cet immeuble devait être rénové en 1991, au départ des derniers locataires. On a approché les autorités avec un projet de rénovation. Et là, ils nous ont prévenu qu'on était dans une zone susceptible d'être expropriée. Et qu'ils nous ont dit, mais écoutez, ça ira vite. Alors bon, nous, on était un peu étonnés, mais enfin bon, on s'est dit, si ça va vite, on morce sa chic et puis on attendra. Et donc, c'est la commune de Saint-Gilles? La commune de Saint-Gilles qui nous ont prévenus qu'on était dans une zone susceptible d'expropriation. Et puis très rapidement, il y a eu une enquête publique. Donc nous, quand on a vu l'enquête publique, on s'est dit, bon, ça va bouger, ça va aller très vite. Donc nous, on a acheté un autre immeuble à Molenbeek, où on est toujours. Les propriétaires reçoivent peu ou pas d'informations. Les promoteurs entament les travaux, ici et là plic-ploc, car le marché des bureaux est en net recul dès le début des années 90. Et puis un jour, les travaux ont commencé. Avec la grosse boule qui balance pour faire tomber les maisons. Et elle arrivait jusque plus ou moins 1 mètre de notre fenêtre, pensant qu'elle allait aussi prendre la nôtre avec sur le passage. Parce que c'est très impressionnant, les boules sont énormes. Il y avait aussi des grues, il y en avait plein sur ce petit terrain, il y en avait beaucoup aussi. Donc le bruit de la démolition, les poussières, les rats, les souris qui sortent des caves. Et là, qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous êtes à l'intérieur? On est bercés tous les matins. Bercés? Enfin, je dis ça gentiment, mais on est plutôt secoués, réveillés par le bruit. Les camions, les bétonneuses, les camions qui viennent chercher les pierres qui vont emmener je ne sais où. Et le bruit, constamment le bruit. On se lève avec le bruit, on se couche avec le bruit au moment... parce qu'ils ont pris du retard à un certain moment sur les travaux, donc ils travaillaient la nuit. Parfois, ils s'arrêtaient 2-3 heures. Parfois, il y avait l'équipe de jour et il y avait l'équipe de nuit. Et en sachant que nous, on travaille, nos parents travaillent, donc il faut se reposer. On dort dans le bruit, avec le bruit. Migraine, mal de tête, allergies. Beaucoup d'enfants sont allergiques dans le voisinage à cause de ça. Et voilà, ça c'est la vie qu'on a eue pendant 10 ans, à partir du moment où ils ont commencé les travaux, jusqu'au moment où ils les ont terminés. Et à l'intérieur, c'est quel genre de bruit, s'il faut donner une comparaison? C'est comme si on nous mettait notre tête dans un bocal
en métal et qu'on tapait dessus avec un marteau. Panayotis Mpokas possédait un grand garage à Saint-Gilles dans les années 90. Les premiers chantiers et la prolifération des chancres ont entraîné la dégringolade rapide de son commerce. Vous avez fermé votre garage en 1998. À ce moment-là, vous étiez à quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? À 10%. On ne travaillait plus qu'à 10%. En principe, on avait tous les jours 5-6 clients. Après, c'était un client toutes les semaines. Et que vous disaient vos clients fidèles et qui ne venaient plus? Mais il y avait l'insécurité, ils se faisaient agresser. L'endroit était sale, les trottoirs étaient ouverts. Ils n'avaient plus d'accès direct de venir avec leur voiture chez nous. De 1992 à 1996, les propriétaires restent dans l'incertitude la plus complète. Pas moyen d'obtenir des informations. Ils nous disent « Ah non, vous devez attendre, on va à la commune, à l'urbanisme. » Ils nous disent « Ah non, on ne sait rien, on ne sait rien. » Vous allez plusieurs fois leur demander des informations? Jusqu'à l'expropriation. Et on n'a jamais reçu de réponse. Pendant 16 années. Qu'est-ce que vous posiez comme question? Mais quand est-ce qu'on allait être exproprié? Quand? Je pense que c'est le mot que j'ai dû prononcer le plus souvent. Quand? C'était quand même simple. À partir de 1996, le plan d'expropriation est enfin légal. La société Bruxelles Midi a finalement les statuts pour fonctionner. Mais, paradoxe, c'est la paralysie totale. Le capital de départ de la société Bruxelles Midi est de 75 millions de francs belges. Selon les valeurs des maisons de l'époque dans le quartier, ça veut dire qu'ils avaient de quoi racheter 5-6 maisons. Hein. Or, il y en avait 176 à racheter. Donc, bon, on est très loin du compte. Il y a eu une insuffisance de financement de l'opérateur public qui était Bruxelles Midi, une société anonyme d'inspiration régionale, qui n'a pas eu l'argent pour avoir le fonds de roulement nécessaire pour acheter des maisons, les revendre, etc., et ainsi encadrer le marché. Une autre explication à cet immobilisme est fournie par un ancien chef de cabinet de Charles Piquet. Jacques Van Grimbergen était jusqu'en 2009 le directeur de l'administration de l'aménagement du territoire de la région bruxelloise, mais aussi directeur de la société Bruxelles Midi. Il faut aussi se dire que la succession d'élections, que ce soit les élections communales, régionales, nationales, fédérales, n'ont pas toujours non plus aidé à faire avancer le schmilblick. Pour des raisons que, probablement, les hommes politiques ne voulaient peut-être pas trop de risques. Venait toujours avec le comité d'acquisition. Et l'un faisait le bon, et l'un faisait le méchant. Bruxelles Midi faisait le bon, et le comité d'acquisition faisait le méchant. Il disait, voilà, vous allez vous exproprier. Comme vous voyez, le quartier est défavorisé. J'ai acheté à côté. Des gens qui ont été obligés de vendre. Ils ne prenaient pas les prix quand c'était que le promoteur donnait. Ils ont attendu plus de 15 ans avant de faire les premières offres officielles. Il y a 91, c'est le début de la menace d'expropriation. Quand on reçoit la lettre nous prévenant qu'on est dans une zone susceptible d'expropriation. Et puis, il n'y a plus rien. Et puis, on a le passage de M. Barra le 6 février 2004 pour nous proposer 20 000 € pour la maison. Ça se passe comment? Très mal. Très mal. Il exerce une pression morale sur nous inacceptable. Et puis... Qu'est-ce qu'il vous dit? Il nous dit que ça vaut rien, qu'il a obtenu une maison, 2 maisons pour 600 000 francs. Ils se vendent de ça et puis... Tout à fait à la fin de l'entretien, il me dit « Mais tu sais, ta vieille baraque pourrie, je l'aurai d'une manière ou d'une autre et à mon prix. » Je dis « Maintenant, vous foutez le camp, je lui dis. Vous partez, je vais vous taper dessus. » Je lui ai dit ça, alors il est parti. Beaucoup de propriétaires n'ont ni les capacités ni la force psychologique de résister.
Ils acceptent de céder leur maison à des prix dérisoires. Les années passent, quelques immeubles de bureaux sortent de terre. Les maisons, commerces, ateliers d'artisans sont vidés, murés, parfois détruits, mais pas systématiquement. Les chancres prolifèrent. En 2005, les propriétaires qui restent ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Ce sont finalement des locataires qui fédèrent les habitants et fondent le comité du quartier Midi. Alexis Dabin, jeune philosophe, est l'un de ses fondateurs. On s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait des problèmes avec les locataires, mais surtout aussi des problèmes avec les propriétaires, et surtout les petits propriétaires du quartier, qui étaient souvent des propriétaires habitants, et qui eux aussi étaient dans une situation de précarité assez grande. Ils n'étaient absolument pas au courant de leurs droits dans le quartier, leurs droits dans le cadre de problèmes d'une expropriation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé le comité de quartier en tant que tel. Emmanuel Carlier, lui, est avocat. Il va accepter de défendre collectivement les derniers propriétaires encore présents au Midi. Une défense commune pour ceux qui se regroupent autour du comité de quartier. Je me trouve face à des gens qui n'ont pas encore été expropriés, qui ont des offres de rachat tout à fait inacceptables de la part des autorités régionales du comité d'acquisition, à qui on fait croire que leur maison va être démolie d'un instant à l'autre, alors qu'en réalité, ce ne sont que des manœuvres pour les inciter à accepter des offres d'achat tout à fait misérables. Et donc ces gens sont dans un état de désarroi total, démoralisés, déprimés et en demande d'aide. Voilà. Alors la première chose qu'on va faire en tant que comité de quartier, c'est écrire au ministre-président de la région bruxelloise, puisque c'est lui qui officiellement pilote les opérations au niveau régional. Alors évidemment, on sait bien que c'est le bourgmestre de Saint-Gilles, c'est la même personne, mais on lui écrit en tant que ministre-président. La première lettre est signée par tous les habitants concernés. Il n'y aura pas de réponse. On fera une deuxième lettre sous forme de pétition avec plus de signataires, qui ne donnera lieu à aucune réponse non plus. Concernant le planning, concernant le prix des expropriations, concernant les responsabilités également, concernant la gestion des chantiers, on n'a jamais eu de réponse. Les plans d'expropriation vous tiennent à cœur parce que c'est vous qui les avez mis en place en tant que vice-président et en tant que bourgmestre, que ça a effectivement beaucoup traîné, qu'en attendant, il y a des gens qui sont dans une situation d'extrême détresse sociale, qu'il y a un quartier qui pourrit sur le pied, que ces gens vont se retrouver à la rue sans logement. Donc si vous pensez que comme Saint-Josse, il faut faire des immeubles de bureaux pour que votre commune soit un peu plus riche, c'est un choix politique et il faut l'assumer. Je crois que c'est un quartier dans lequel vous devriez aller un peu plus souvent, surtout si 50 ou 200 personnes vous écrivent à 5 reprises en quelques mois pour vous demander de les rencontrer. Merci. Les seuls interlocuteurs possibles pour les habitants, ce sont les représentants de la société Bruxelles Midi. Et c'est son président, Jacques Van Grimbergen, qui monte chaque fois au créneau. Il est évident que Bruxelles Midi, ça n'est pas syndical. Et donc, on ne va pas pour distribuer l'argent. Soyons très clairs là-dessus, d'aucun entre vous ou aucun des propriétaires ici dans le quartier croit qu'ils ont la poule aux œufs d'or, évidemment. Elle avait une expression qui disait qu'elle n'était pas la poule aux œufs d'or, qu'il fallait pas espérer pouvoir tirer un maximum d'argent de Bruxelles Midi. Effectivement aussi, parallèlement, on a entendu, ou même publiquement, Charles Piquet a traité les propriétaires de petits spéculateurs, c'est-à-dire qu'ils essaieraient de pouvoir essayer de capter un maximum d'argent sur ces expropriations. Mais enfin, il faut rappeler que ces gens-là, ils n'ont rien demandé du tout. Eux, la plupart, s'ils pouvaient, ou même la toute grande majorité, même s'ils pouvaient, ils seraient restés sur place, ils n'ont rien demandé du tout. Les habitants expriment à ce moment-là la volonté de pouvoir avoir la certitude d'acquérir une maison ailleurs, semblable à la leur au minimum. Donc, c'est-à-dire pouvoir se reloger. Ça, c'est la première demande des habitants. Ma maison va disparaître, comment vais-je pouvoir me reloger, moi, ma femme et mes enfants ? Maître Carlier introduit une procédure contre les autorités régionales bruxelloises
en se basant sur l'article 1382 du Code civil. Cet article permet de mettre en avant une faute et de réclamer des dommages. La procédure est introduite auprès du juge de paix de Saint-Gilles. La faute principale, c'est le fait d'avoir annoncé un plan d'expropriation, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'extrême urgence, et de ne pas la mettre en œuvre. Et donc, vous créez un effet d'annonce qui fait paniquer tous les habitants. Chacun s'attend à être exproprié d'un moment à l'autre. Il y a des expertises qui sont commandées par la région, donc on vient expertiser votre bien. Il y a des enquêtes publiques qui sont diligentées, et donc il y a tout un scénario qui est mis sur pied qui tente à faire croire que vous allez être exproprié rapidement, alors qu'en réalité, 10 ans plus tard, pour certains habitants, rien n'a encore été fait. Et ils se trouvent en quelque sorte avec une espèce de guillotine au-dessus de leur tête, à ne pas savoir quoi. Et le problème, c'est que ça dure depuis de très nombreuses années. Et au printemps 2007, les jugements font l'effet d'une bombe. Le juge de paix de Saint-Gilles condamne explicitement la région bruxelloise pour avoir bafoué plusieurs droits de l'homme. Le juge mentionne les attitudes injurieuses, le mépris affiché, les offres de rachat inacceptables. Il dénonce le brouillard administratif créé intentionnellement. Et il multiplie par 6 le montant accordé à Madame Kleiner et son époux. Le juge de paix, lui, a lâché le diable en matière financière, immobilière sur le quartier, et qui a conduit la société et aujourd'hui encore la région à acquérir les derniers immeubles à des prix tout à fait hors mesure et hors échelle du quartier et de Bruxelles. Mais bon, voilà, ça c'est pour le compte du juge de paix. À tout le moins, on peut dire qu'il y a une faute lourde, parce que prévoir un projet d'une pareille ampleur sans donner les moyens, c'est une faute lourde. Et c'est une faute lourde parce qu'il y a des victimes immédiates. Il y a des dégâts collatéraux à ce point importants que lorsqu'on est une autorité publique, on doit y penser. Et il n'y aurait pas dû avoir autant de victimes. Et les autorités régionales se rangent peut-être derrière le fait qu'il y a eu effectivement beaucoup d'acquisitions amiables, mais lorsque vous analysez les prix de ces acquisitions amiables, vous constatez en toute objectivité qu'on peut parfois parler de lésions caractérisées. Erdogan Demirtas est depuis toujours un membre actif du Parti socialiste. Il va tout naturellement trouver Charles Piquet quand il projette, en 1989, de transformer les étages de son immeuble en 45 chambres d'hôtel. Monsieur Bourgmestre, nous préférons pas faire l'hôtel. On fait le studio. Il dit à Bruxelles, pour le moment, il y a beaucoup d'hôtels. C'est pas nécessaire de faire l'hôtel ici à Gare du Midi. C'est Charles Piquet en personne qui vous dit ça? Oui, lui-même. Vous le connaissiez bien? Mais je connais Charles Piquet depuis 1986. Vous l'appelez comment? Toujours camarade Piquet, parce que notre socialiste, à cette époque, il n'y a pas le monsieur, c'est toujours camarade. Et vous, il vous appelle comment? Il me dit Erdogan. C'est votre prénom? Oui. Papa a rencontré effectivement à diverses reprises Charles Piquet. Il admirait, je pense, vraiment Charles Piquet et considérait que les conseils que celui-ci lui donnait étaient importants. Lui, beaucoup croyait, qu'est-ce qu'il dit, bourgmestre? Il croyait, il suivre à lui. Il ne pense pas mauvais quelque chose. Il ne connaît pas la loi, il ne connaît pas comment on fait. Il faut besoin d'un bon exemple, montrer à nous bonne route. Suivant les conseils de Charles Piquet, Erdogan Demirtas opte pour la construction de 24 studios. Il contracte un prêt hypothécaire en 2 tranches via un organisme de crédit.
Mais la deuxième tranche ne sera jamais versée. Un entrepreneur a commencé le toit, remplacer le châssis, n'est pas fait la finition, uniquement remplacer 66 châssis. Et plus, raser tous les murs intérieurs. Tous les cloisons ont été enlevées parce qu'il commence à faire le nouveau plâtre. On rien qui reste mur porteur. Entre ce temps, fin 94, le banque était bloqué le crédit, on n'a pas donné d'argent. Pour ça, on a arrêté le travail. En 1992 déjà, la commune de Saint-Gilles a mandaté une société privée pour expertiser l'immeuble. Les Demirtas ne recevront jamais copie de cette expertise. Mais ils se souviennent encore aujourd'hui de cette injonction verbale. On a demandé aux habitants et entre autres à nous de ne plus effectuer aucune transformation dans la maison. Donc on n'avait plus le droit. Moi, petite, je l'ai entendu sous cette expression-là. Vous ne pouvez même plus planter un clou sur votre mur. Vous ne pouvez pas donner plus de valeur à votre maison. Le quartier se délabre inexorablement. Les maisons voisines, rachetées par des promoteurs, sont murées ou louées. Erdogan Demirtas est coincé dans l'incapacité de louer ses étages. Et c'est l'asphyxie financière. En 1995, il ne parvient plus à faire face au remboursement de son crédit. Les intérêts de retard commencent à courir. On s'est retrouvés vraiment plongés dans nos difficultés financières et dans cette lutte pour survivre. On a l'impression qu'une poutre de la maison s'effondrait, qu'on fonçait pour rattraper la poutre et maintenir le tout. Et puis c'était une autre urgence qui se présentait et donc on courait, on s'accrochait à une autre poutre pour tenir le coup et survivre. Et pourtant, jusqu'en 1995, la famille reçoit des offres d'achat intéressantes. Et le même temps, il y a une firme hollandaise et l'allemand qui vient, on demande même 3 millions de Deutschmark pour acheter cette maison. Et si je ne vends pas, eux veulent louer la maison pour 10 000 Deutschmark à ce moment-là. Mais je n'ai pas voulu, mais je dis, écoute, nous sommes travaillés ici, nous regardons cette maison, et le même temps, j'ai été trouvé monsieur bourgmestre. Il me dit, Erdogan, vous ne vendez pas ta maison, parce que ta maison, c'est très bonne situation, c'est très, très valorisé. Quand le guru vient devant chez vous, vous venez me trouver. Nous la commune n'a pas fait expropriation. Il me dit, vous êtes ici à Belgique, vous n'êtes pas parti en Turquie, et vous avez 4 enfants, il faut l'avenir pour les enfants. Mais lui, il sait que vous êtes dans une zone d'expropriation. Mais madame, c'est lui qui est le chef de commune, et il sait. Curieusement, dès 1991, le couple Demirtas reçoit régulièrement la visite, parfois musclée, de la police locale et aussi le contrôle des pompiers. Des scellés sont posés à plusieurs reprises sur les commerces du rez-de-chaussée. Motif avancé, manquement à la sécurité. Aujourd'hui encore, la famille a le sentiment d'avoir été harcelée sans raison valable. Si je n'ai pas ici à Bruxelles, on envoie quelqu'un pour forcer, pour déranger, pour faire le psychologiquement mensuel qu'on vende ou bien quitter à là-bas. Le juge de paix, lors de l'audience, au moment de l'expropriation de la maison, lorsque je lui ai raconté ce qu'on avait vécu, les différentes difficultés qu'on avait rencontrées, il m'a dit mais je vous crois, j'ai entendu d'autres histoires similaires dans le quartier. Les années passent. En 2004, Gulbar et son père envisagent, malgré tout, un nouveau projet pour leur immeuble. Et ils contactent un architecte, Xavier de Walef, qui devient un ami de la famille. Quand vous rencontrez M. Demirtas, il ne vous dit pas qu'il est en zone d'expropriation ? Non, parce que pour lui,
Rien n'est clair. Ça fait des années qu'on leur dit qu'ils seront expropriés et ça fait des années qu'il jouit toujours de son bien, de moins en moins bien, parce qu'il a rencontré d'énormes contraintes, évidemment. Et donc, malgré tout, il croit à son bâtiment. Il croit que ça peut être quelque chose parce que tous les bâtiments, à l'époque, quand j'arrive, tous les bâtiments tiennent encore dans le quartier. Bien qu'on menace d'exproprier, la seule construction neuve dans le quartier, c'est l'hôtel Ibis. Il n'y a absolument rien d'autre qui a été démoli ou construit. Mais tout change en 2005. Les promoteurs entament la démolition des maisons alentours, sans aucune précaution. L'immeuble des Demirtas est fragilisé. Il risque de s'effondrer. Tout s'emballe à l'été 2006. La procédure d'expropriation est déclenchée subitement. Le juge de paix fixe l'indemnité à 625 000 €. À l'automne, la famille est sommée de déguerpir. Peu avant Noël, la maison est démolie. Papa a reçu une certaine somme, mais qui a été saisie par la société de crédit parce que papa, en 1995, dans l'impossibilité de payer, de continuer à payer les tranches de crédit, ce crédit avec les taux d'intérêt a gonflé. Mais la somme qui lui a été accordée était extrêmement basse. On lui a offert au mètre carré 600 €. Donc le juge de paix a estimé que la valeur de la maison, enfin à ce moment-là, était de 600 € le mètre carré, alors qu'actuellement d'autres maisons sont expropriées dans le quartier 3 à 4 fois plus que la somme qui a été accordée à papa. Moi, je suis arrivé dans une situation figée, bloquée, personne ne voulant plus discuter avec le pouvoir public dans son ensemble, donc que ce soit commune, région ou ministère des Finances ici, tout était bloqué. Certains expropriés m'ont montré des offres écrites qui étaient, oui, très basses, quoi. Et quand on sait qu'à l'heure actuelle, le prix moyen d'une maison à Bruxelles était de 300 000, 350 000 €, il était impossible pour eux, avec l'indemnité, de pouvoir racheter quelque chose ou se reloger. C'était pas possible. Donc de là, ces personnes se voyaient à la rue. Donc c'est de là aussi que vient le blocage. On ferait peut-être tous pareil. Yves Laurent va d'emblée établir de bons contacts avec les responsables du comité de quartier. Mais il lui faudra plusieurs mois avant de gagner la confiance des derniers habitants. Ces personnes, en fait, avaient aussi besoin de raconter leur histoire, de un peu se défouler sur un représentant de l'État. Vous savez, quand vous êtes exproprié, vous aimez quand même bien discuter pourquoi, savoir pourquoi, avoir une personne qui va vous expliquer le tout. Ici, je pense, est-ce le manque d'intervenants ou alors peut-être qu'il y en avait trop, mais ils étaient contents d'avoir une personne à qui parler, à qui expliquer tous leurs griefs. Et ça les a beaucoup soulagés. C'est d'ailleurs les premiers rendez-vous avec les personnes, on n'a pratiquement jamais parlé de prix. Ça a été toujours les explications. Oui, mais pourquoi ça prend autant de temps? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je sais me reloger dans le quartier? Comment ça va se passer? Donc, tout ça a pris énormément de temps. Je suis allé en moyenne 5 à 6 fois chez chaque personne. Fin 2009, les expropriations des 4 îlots du quartier du Midi sont finalisées. L'extrême urgence aura duré 17 ans. Pour Nabila Raoult et sa famille, le dossier est définitivement clos. Ils ont été correctement indemnisés. Il reste malgré tout un goût d'amertume. La première et plus grande leçon, c'est celle de savoir qu'on n'est jamais à l'abri. Nulle part, propriétaire, locataire, on n'est jamais à l'abri. Quand un pouvoir décide quelque chose, il faut se plier, se résigner
On vous fait croire qu'on vous demande votre avis, mais en fait, c'est juste pour vous calmer un petit peu. Pour quelques anciens propriétaires, le dossier est loin d'être refermé. Il est toujours pendant devant la justice. La région bruxelloise n'a pas du tout apprécié les montants des indemnités accordées à certains expropriés par le juge de paix de Saint-Gilles. Ces jugements de 2007 pourraient faire jurisprudence. La région bruxelloise est donc allée en révision, l'équivalent de l'appel. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le jugement soit en révision, est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, tout à fait. Parce que ma mère a reçu certain argent, elle a fait en profiter à ses enfants. Et demain, il va y avoir un nouveau jugement. C'est de nouveau des frais d'avocat, de nouveau anxieuse. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, si jamais le jugement décide que c'est moins... C'est moins, elle sera obligée de rembourser, ainsi que les intérêts. D'où on aura plus cet argent. Vous avez obtenu du juge une somme, plus de 500 000 €. Vous avez touché cette somme? Oui, mais on ne peut pas y toucher. Nous l'avons touché, mais tacitement, nous ne pouvons pas y toucher parce qu'après avoir été menacés d'expropriation pendant 16 ans, ce n'était pas suffisant. Maintenant, nous sommes menacés de devoir rembourser la majeure partie. Donc nous sommes toujours sous menace. Donc cette somme a été versée sur un compte? Sur la caisse dépôt et consignation. Voilà. Et puis on a dû la libérer et maintenant elle est bloquée sur des comptes. Et je n'y touche pas et je ne les regarde pas. Et je fais comme s'il n'existait pas. L'affaire de Josiane Kleiner et son époux a été fixée devant le tribunal de première instance de Bruxelles en février 2011. Le couple est bien décidé à se battre jusqu'au bout des possibilités judiciaires, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne confesse qu'un constat qui ne dépend pas de moi, c'est la lenteur de l'opération. Mais je concède, ça a été plus lent que prévu. Ça, c'est vrai. Le couple Demirtas n'est pas au bout de ses peines. Il a finalement décidé d'aller en révision pour obtenir une meilleure indemnité et ainsi sortir de la ruine. Ils éprouvent une profonde tristesse au fait qu'ils se sont battus pendant 20 ans, qu'ils ont travaillé si dur et dans des conditions si difficiles et qu'en fin de compte, il n'est plus rien. Donc c'est vraiment une énorme... C'est une humiliation. Mais je confiance toujours la justice de Belgique qui ont fait le nécessaire. Le balance, c'est toujours pas incliné à gauche, à droite, on sait toujours droit. J'ai toujours confiance, eux et tous les juges, tous les gens tous les gens de droit, j'ai confiance. Il n'y a pas de problème pour ça. Moi, j'ai entendu si le papa, maman faire faillite ou, par exemple, la dette, les enfants, on doit payer. J'ai peur ça. Je dis, ne fais rien, ne pas faire mal quelque chose pour mes enfants. À cause de ça, j'ai peur. Avec l'argent, comment faire? Rien faire.